la violence est un fait. Est-elle pour autant un fait originaire? Ce qui est originaire, c'est la force. Le fait que le monde soit de l'énergie et par suite un univers de force en interaction, et cela jusque dans le vivant. La nature, ce que les Grecs appelaient la physis, d'un mot qui signifie pousser, est donc simultanément cosmos et chaos, ordre et désordre, nécessité et hasard, ce qui rend possible tous les possibles. Parmi ces possibles, les Grecs avaient identifié une espèce d'action paradoxale, contraire à la nature, contre nature, comprise comme hubris, excès et démesure. Pareille démesure, n'étant plus strictement naturelle, ne pouvait trouver son origine que chez des êtres capables de métis, au grec, d'intelligence rusée et d'intention calculatrice, les hommes et les dieux. La démesure intentionnelle dans l'emploi de la force, voilà ce qu'est la violence. Criminelle dans son essence, origine de toutes les injustices. Les Hébreux l'avaient comprise comme désobéissance et transgression, mais non plus de l'ordre de la nature comme les Grecs, mais de la loi et de la justice divine. C'est le mensonge, la corruption, le viol, le meurtre, la guerre qui lui donnent son contenu, nouant dans une même violence fondamentale le sang, le sexe et la parole, qui sont les ingrédients de la vie humaine. Or, comment ne pas répondre à la violence par une force contraire? La vengeance, la colère, le zèle à corriger et châtier apparaissent dans la Bible comme des réponses nécessaires, légitimes et justes. Du côté grec, dans la tragédie, l'hubris est châtié de manière destinale, selon l'ordre d'une nécessité fatale, l'anaké, dont les dieux ne sont que les gardiens et les exécutants. Cela aussi est justice. Le lien entre légitimité et nécessité, on le retrouve dans l'allemand qui dit Notwehr, défense fatalement nécessaire, pour signifier notre légitime défense. Légitime défense. Je ne suis pas certain que la modernité puisse dépasser ces intuitions fondamentales. La justice d'aujourd'hui continue de punir le crime, même si son champ d'application se déplace sans cesse. Le fait de la violence est donc double, puisqu'il met en vis-à-vis la violence qui transgresse un ordre et une contre-violence qui vient la réprimer. La légitimité de la contre-violence se réfère à une légalité, soit que l'on parle de la loi de la nature, soit de la loi divine. Vous vous attendiez peut-être ici à ce que je fasse référence à une loi positive, en dernière instance, celle de l'État. La contre-violence serait légitime pour autant qu'elle serait légale en termes de droit positif. Mais le rapport entre légitimité et légalité est plus problématique qu'il n'y paraît. En effet, certaines lois de l'État nazi en sont un exemple, peut-être certaines lois chez nous. Ce qui est légal peut aller jusqu'à être criminel et par conséquent ne s'avère légitime que pour autant qu'il est jugé juste par des consciences.
C'est ainsi qu'Antigone oppose la loi non écrite des dieux au décret du roi Créon. La loi non écrite, c'est la loi naturelle ou divine. C'est la loi de la nature humaine contre l'inhumanité qui lui fait violence. Somme toute, c'est la loi que la conscience trouve en elle-même, la conscience de ce qui est juste, quand bien même elle ne se prive pas de la violer. La justice dont il est question exige à minima que la contre-violence soit proportionnée et mesurée, aussi peu violente que possible, ce qui s'oppose à tout caractère vindicatif, c'est-à-dire à l'idée de vengeance. D'où la nécessité non suffisante qu'elle prenne une forme légale prévue par la loi positive. Je dis non suffisante puisque une loi positive peut être injuste. En outre, certaines situations ne permettent pas que la contre-violence soit légale, comme dans le cas de la légitime défense. On est amené, par exemple, à tuer alors que c'est interdit. Un exemple légal et cependant problématique est celui de la peine de mort, ainsi que de la torture qui peut lui être associée. Depuis que Cesare Beccaria, dans le mouvement des Lumières, en a mis en question l'immémoriale légitimité. La peine de mort est-elle un crime légal, une contre-violence disproportionnée? Faut-il non seulement mettre le criminel hors d'état de nuire, mais le châtier en lui infligeant un châtiment démesuré eu égard à son utilité sociale, mais que l'on peut considérer comme proportionné eu égard au crime lui-même? C'est la loi du talion. Si la raison ne peut se contenter du critère de l'utilité sociale, comment décider en fin de compte de la légitimité de cette peine? Kant, comme Hegel, juge quel est un honneur rendu à l'humanité du criminel. Il faut, dit Hegel, honorer le criminel comme un être rationnel et non comme une bête, c'est-à-dire comme un être capable de reconnaître la légitimité du châtiment qu'il subit. De fait, c'est notre sensibilité, plus que notre raison, qui s'insurge contre cette peine. Hegel ajoute que la nature de la peine doit être empruntée à la nature de l'acte, mort pour mort. Pareille équation établit indiscutablement une proportionnalité entre l'acte et la peine. Mais cette proportionnalité objective reste abstraite si le criminel n'est pas en quelque sorte une pure raison pleinement capable de reconnaître sa responsabilité et d'accepter sa peine. Donc non seulement de la subir, mais de la comprendre et d'y consentir. Or, de par sa nature même, un crime ne saurait être un acte rationnel et mesuré, ni le criminel un être purement rationnel. Le caractère absolu de la peine devient alors disproportionné eu égard à la finitude de la conscience du criminel. Il lui faudrait connaître une véritable conversion pour qu'il reconnaisse son crime et par suite la légitimité du châtiment qu'il subit. C'est le cas de celui que l'on appelle le bon larron, crucifié aux côtés de Jésus et qui lui déclare « Pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait ». Une fois admis que violence et contre-violence font partie intégrante de l'existence humaine, sur un horizon de rapport de force, la constitution d'un pouvoir politique se présente comme une entreprise a priori légitime de résolution du problème que représente cette double violence. Ce pouvoir ne peut dialectiquement qu'être double, voire triple. Il tend premièrement à s'approprier le monopole de la violence en limitant et en contrôlant ceux
contrôlant celle qui a cours entre particuliers. Cela suppose que ce monopole soit accompagné d'un discours qui l'énonce et le formalise dans un corpus juridique nécessaire à sa reconnaissance. La violence légale du pouvoir doit en effet se présenter comme légitime, autrement dit comme juste. Ensuite de quoi, elle va s'exercer de manière réglée et mesurée et donc disparaître comme violence pure pour reparaître comme force publique légitime parce que légale. Reste que seule une ou des consciences tierces peuvent déclarer juste ou injuste, légitime ou illégitime, ce qui est légal, synonyme de réglé et mesuré par la loi. Quand la séparation des pouvoirs n'est pas une fiction, quand l'exercice du gouvernement et l'élaboration des lois sont distincts de l'exercice de la justice, on peut alors parler d'État, dans la mesure où le pouvoir devient organique, distribué dans des institutions qui s'auto-limitent. Dès lors, la limitation de la violence légale est possible. Celle-ci gagne alors en légitimité. Sinon, c'est en dehors du pouvoir que peut être interrogée la légitimité de la violence légale exercée par la force publique. Ce sont les cris d'Antigone, ce sont les avertissements des prophètes qui se font alors entendre. Car l'appropriation de la violence par le pouvoir, ou le monopole de la violence, dite légitime, qui ont occupé les penseurs politiques depuis Machiavel et Hobbes jusqu'à Max Weber et Carl Schmitt, ne résout pas à lui seul le problème de la violence. Il n'y aurait pas lieu d'en faire un problème si précisément ne se manifestait pas ce que j'appellerais une anticoncordance originelle entre violence et contre-violence. En effet, la force est au principe du pouvoir politique. Premièrement, parce que la violence, force déréglée, le précède. Deuxièmement, parce qu'il la contient par un usage certes réglé de la force, mais de telle sorte que la force reste sa signature du pouvoir. Il s'assure légalement le monopole de la violence légitime afin d'assurer la paix et la sécurité intérieure et extérieure, ce qui est réaliste mais paradoxal, puisqu'il use des moyens de la violence contre la violence. Enfin, parce que le pouvoir se prend par la force, même si c'est de manière réglée, autrement dit légale. C'est toujours un plus fort qui prend et exerce le pouvoir. Or, pour vaincre, il faut nécessairement déployer plus de force que l'adversaire, ce qui ébranle radicalement la frontière entre mesure et démesure. Entre les deux, il y a nécessairement du jeu, donc un certain degré de démesure. La vérité du pouvoir ou son destin, c'est d'être tributaire de ce à quoi il est supposé s'opposer, à savoir la violence. Dans l'ordre humain, la violence exerce donc un règne universel. Pour que ce règne de la démesure reste néanmoins limité et non pas illimité, ce qui entraînerait la guerre permanente de tous contre tous, suprême démesure, il est nécessaire d'entretenir la fiction du caractère réglé et par conséquent légitime de la violence située d'un seul côté, celui du pouvoir déclaré légitime, qui est le pouvoir du plus fort. La légitimité finit donc par être déclarative et performative, au sens où est légitime le pouvoir qui a la faculté d'être déclaré tel. Cette violence symbolique est une illusion nécessaire pour que le pouvoir soit reconnu par tous et nous assujettisse en douceur. Je vous remercie.